Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. L'air du soir d'octobre portait l'odeur des feuilles brûlées et le bourdonnement lointain de la vie suburbaine lorsque Michael Richardson gara son Ford F-150 dans l'allée du 1247, rue Maple. La maison coloniale à 2 étages se dressait comme un monument du succès de la classe moyenne, avec son revêtement crème et ses volets vert foncé qui se fondaient harmonieusement avec les autres maisons bordant cette paisible banlieue de Denver. Des citrouilles sculptées souriaient depuis les porches voisins, leurs bougies vacillantes projetant des ombres dansantes sur des pelouses soigneusement entretenues. Michael resta un moment dans son pick-up, le moteur cliquetant en refroidissant, et s'autorisa le luxe d'un sentiment de contentement. 12 ans de mariage, un emploi stable d'ingénieur en structure chez Morrison Construction et un cercle d'amis constants depuis ses années universitaires, la vie, se disait-il souvent, était belle. La lumière du Porsche s'alluma automatiquement, déclenchée par le capteur de mouvement qu'il avait installé au printemps dernier. À travers la grande fenêtre en baille, il pouvait voir la douce lueur des lampes du salon. Sarah serait à l'intérieur, probablement pelotonnée sur leur canapé en cuir bordeaux avec un livre ou en train de défiler sur son téléphone pendant qu'une émission de cuisine passait à la télévision. La prévisibilité de tout cela l'avait autrefois inquiété, dans sa jeunesse, par crainte que la routine ne mène au mépris. Mais à 38 ans, il trouvait désormais du réconfort dans le rythme régulier de leur existence partagée. Il rassembla son sac d'ordinateur et la douzaine de roses blanches qu'il avait achetées à l'épicerie, sans occasion particulière, juste une surprise pour un mardi soir, pour la femme qui avait été son ancre pendant plus d'une décennie. Sarah avait travaillé tard récemment, stressée par une nouvelle campagne marketing dans son entreprise, et il pensait que ce geste pourrait lui remonter le moral. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'il ne puisse sortir ses clés de sa poche. « Tu rentres tôt » dit Sarah, appuyée contre le chambranle. Michael s'arrêta, la main toujours dans sa poche. Quelque chose dans son ton le fit lever les yeux brusquement. Sarah se tenait en silhouette contre la lumière chaude de l'intérieur, ses cheveux auburn tombant en vagues lâches autour de ses épaules. Elle portait la robe noire qu'il lui avait offerte pour Noël dernier, celle qu'elle réservait habituellement pour des dîners spéciaux ou des réunions avec des clients. Mais c'était mardi soir, et à sa connaissance, il n'avait rien de prévu. La réunion a été annulée, répondit-il, offrant les roses avec un sourire qui soudain semblait forcé. Je me disais qu'on pourrait comme en détail. Il faut qu'on parle. Les mots restèrent suspendus dans l'air frais entre eux, comme une barrière physique. Michael avait entendu cette phrase assez souvent de la part d'amis mariés pour savoir qu'elle n'était jamais suivie de bonnes nouvelles. Son sourire s'effaça tandis qu'il étudiait le visage de sa femme. En 12 ans depuis leur mariage, il avait appris à lire les subtiles variations de ses expressions, comme un météorologue lisant les signes d'une tempête. Ce soir, il y avait quelque chose de différent, quelque chose de froid et de délibéré qui lui noua l'estomac d'une appréhension. Bien sûr, dit-il prudemment, entrant dans la maison. Laisse-moi juste poser le sac près de la porte. Ce n'était pas une requête. Sarah se retourna et marcha vers le salon, ses talons claquant contre le parquet avec une précision mécanique. Michael posa son sac d'ordinateur et suivit, les roses toujours serrées dans sa main comme un bouclier contre la tempête qui s'annonçait. Le salon semblait différent, bien qu'il ne pût immédiatement identifier ce qui avait changé. Les meubles étaient à leur place habituelle, le canapé en cuir face à la cheminée en pierre, la table basse avec sa pile soignée de magazines de design, les étagères encastrées remplies des manuels de marketing de Sarah et de ses propres livres d'ingénierie. Mais l'espace semblait mis en scène, comme un décor attendant que des acteurs prononcent leurs répliques. Sarah se dirigea vers le bar dans le coin et se versa un verre de vin rouge d'une bouteille déjà ouverte. Elle ne lui en proposa pas, « Assieds-toi, Michael. » Il resta debout, les roses semblant désormais absurdes dans ses mains. « Sarah, qu'est-ce qui se passe ? Tu agis. » J'ai dit, « Assieds-toi. » La dureté de sa voix fut comme une gifle. Michael connaissait Sarah depuis qu'ils avaient 26 ans, l'avait vue négocier avec des clients exigeants et naviguer dans les intrigues de bureau avec l'habileté d'une diplomate chevronnée. Mais cette voix froide, autoritaire, presque cruelle était nouvelle. Il s'assit au bord du canapé, posant les roses sur la table basse. Sarah resta debout, verre de vin à la main, l'observant avec une expression qu'il ne pouvait déchiffrer. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit le jour de notre mariage ?» demanda-t-elle. La question semblait sortie de nulle part. Michael fronça les sourcils, essayant de comprendre le lien. « Sarah, j'ai dit beaucoup de choses le jour de notre mariage. Les vœux, le discours à la réception.
Tu as dit que tu serais toujours honnête avec moi, que tu n'aurais jamais de secret. Oui, répondit-il prudemment. Et nous n'en avons pas, n'est-ce pas? Le rire de Sarah fut comme du verre brisé. Elle prit une longue gorgée de vin, ses yeux ne quittant jamais son visage. C'est ce que j'ai toujours aimé chez toi, Michael. Ta foi en les gens, ta certitude absolue que le monde fonctionne comme tu penses qu'il devrait. Quelque chose de froid commença à se répandre dans la poitrine de Michael. Il se leva lentement, les mains serrées sur les côtés. Sarah, tu me fais peur. De quoi s'agit-il? Assieds-toi. Non, le mot le surprit par sa fermeté. Je ne m'assiérai pas tant que tu ne me diras pas ce qui se passe. Tu agis comme une étrangère. Le sourire de Sarah était terrible à voir. Peut-être parce que tu ne m'as jamais vraiment connu. Elle marcha vers la cheminée, lui tournant le dos, et pendant un moment, le seul son fut le bourdonnement lointain du réfrigérateur et le tic-tac de l'horloge grand-père dans le couloir. Quand elle se retourna, son visage avait encore changé, non plus froid, mais quelque chose de pire, empreint de pitié. J'ai repensé à notre conversation de la semaine dernière, dit-elle, quand tu parlais du divorce de David. Tu as dit que tu ne pouvais pas comprendre comment un homme pouvait être aussi aveugle à ce qui se passait dans sa propre maison. La gorge de Michael était sèche. David Chen avait été son ami depuis l'université, son témoin à leur mariage. Son divorce avait été chaotique et public, sa femme ayant eu une liaison avec un voisin, que tout le monde semblait connaître sauf David lui-même. Qu'est-ce que la situation de David a à voir avec? Tu as dit qu'aucun homme ne devrait être aussi inconscient, qu'il y avait toujours des signes. Sarah le regardait par-dessus le bord de son verre de vin. Tu avais raison. Il y a toujours des signes. La pièce sembla basculer autour de Michael. Il s'agrippa au dossier du canapé pour se stabiliser, alors qu'une compréhension froide comme l'aube commençait à se faire jour. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu es aussi aveugle que David l'était. Peut-être même plus. Les mots le frappèrent comme des coups physiques. Michael s'effondra sur le canapé, ses jambes soudain incapables de le soutenir. Tu as une liaison? J'ai eu, corrigea-t-elle au passé. Plusieurs liaisons, en fait. La désinvolture avec laquelle elle le dit, comme si elle parlait de la météo ou des plans du week-end, était pire que si elle l'avait crié. Michael fixait sa femme, cherchant sur son visage un signe que c'était une plaisanterie cruelle et élaborée. Qui? Le mot sortit à peine en un murmure. Sarah posa son verre de vin et s'approcha, s'installant sur le bord de la table basse juste en face de lui, assez près pour qu'il sente son parfum, celui coûteux qu'il lui avait offert pour leur anniversaire. C'est la partie magnifique, Michael. Tu veux savoir la partie vraiment magnifique? Il ne pouvait ni parler ni bouger. La femme assise devant lui ressemblait à sa femme. Parlait comme sa femme, mais tout le reste, la froideur, la cruauté, la satisfaction dans sa voix appartenait à une étrangère. Ce n'était pas juste une personne. C'étaient tous. Tous. Tes amis, ton précieux cercle intime. David, Tom, Brad. Tous. Les noms tombèrent comme des coups de marteau. David Chen, son colocataire à l'université et témoin de mariage. Tom Williams, leur voisin et compagnon de barbecue du week-end. Brad Morrison, son plus vieil ami du lycée, qui lui avait obtenu son emploi chez Morrison Construction. C'est impossible, dit Michael, sa voix sonnant étrangère à ses propres oreilles. Tu mens. Vraiment? Sarah se pencha en avant, sa voix tombant à un murmure intime. David a été le premier. Tu te souviens du printemps dernier, quand tu étais à cette conférence à Phoenix? Il est venu pour réparer le robinet qui fuyait dans la salle de bain des invités. Ça lui a pris 3 heures pour réparer quelque chose qui aurait dû prendre 30 minutes. La vision de Michael commença à se brouiller sur les bords. Il se souvenait de ce jour, se souvenait d'être rentré et de trouver le robinet parfaitement réparé, et Sarah remerciant David chaleureusement pour son aide. Tom a été le suivant. Ces promenades du soir que tu pensais que je faisais pour faire de l'exercice? J'étais en promenade, d'accord. Directement chez lui, pendant que Jennifer était à ses réunions de club de lecture. Jennifer Williams, la femme de Tom depuis 15 ans, leur amie, leur voisine. Et Brad, le sourire de Sarah s'élargit. Brad a été le plus récent. Et le plus enthousiaste. Toutes ces appels professionnels tard le soir que tu pensais qu'il faisait? Il était ici, Michael.
Dans notre maison. Dans notre lit. La pièce tournait maintenant. Michael agrippa le bord du canapé si fort que ses jointures blanchirent. Des fragments de mémoire commençaient à s'assembler comme les pièces d'un puzzle horrible. Le rire nerveux de David lorsqu'ils étaient tous ensemble pour le barbecue du 4 juillet. La réticence de Tom à croiser son regard lors de leur dernière soirée de poker. Le comportement maladroit de Brad à la fête de Noël du bureau. Les signes avaient été là, et il les avait tous ignorés. Pourquoi? Le mot sortit brisé, brut. Sarah se leva et récupéra son verre de vin, prenant une autre gorgée nonchalante avant de répondre. Parce que je le pouvais. Parce que tu as rendu ça si facile. Parce que pendant que tu travaillais tard et jouais les bricoleurs du week-end avec tes outils et tes projets, je m'ennuyais. Terriblement ennuyé. Sais-tu ce que c'est que d'être marié à quelqu'un d'aussi prévisible, aussi satisfait de la médiocrité? Tu rentres à la même heure tous les jours, tu manges les mêmes aliments, tu regardes les mêmes émissions, tu as les mêmes conversations sur le travail, la météo et les plans du week-end. Elle commença à faire les 100 pas, sa voix gagnant en énergie et en venin. David apportait de l'excitation, de l'intelligence. Il écoutait vraiment quand je parlais de mon travail, de mes rêves. Tom était dangereux, le frisson de faire quelque chose d'interdit juste sous le nez de sa femme, juste à côté, où tu pouvais entrer à tout moment. Et Brad, elle s'arrêta, savourant le souvenir, Brad me faisait me sentir belle à nouveau, désirée. Quand m'as-tu regardé pour la dernière fois comme lui? Michael sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, quelque chose de fondamental et d'irremplaçable. Depuis combien de temps? 2 ans, à peu près. 2 ans. Pendant qu'ils planifiaient leur voyage d'anniversaire, achetaient des cadeaux attentionnés, faisaient des heures supplémentaires pour financer la rénovation de la cuisine, elle avait systématiquement détruit tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Le dîner d'anniversaire le mois dernier, quand tu portais cette robe bleue que j'aimais, étais-tu? J'étais avec Brad cet après-midi-là. J'ai dû me dépêcher de rentrer pour me doucher et me changer. La voix de Sarah portait une note d'amusement, comme si elle partageait une blague particulièrement intelligente. Tu as dit que j'avais l'air radieuse. D'une certaine manière, je l'étais. Michael se plia en deux, comme s'il avait été frappé au ventre. La pièce, la maison, son monde entier semblait s'effondrer autour de lui. Tout ce qu'il avait cru sur sa vie, son mariage, ses amis, tout cela était un mensonge. Pourquoi me dis-tu ça? Murmura-t-il. Sarah revint s'asseoir sur la table basse, se penchant jusqu'à ce que son visage soit à quelques centimètres du sien. Parce que je suis fatigué de faire semblant. Fatigué de me faufiler. Fatigué de jouer la petite épouse reconnaissante. Donc, tu veux divorcer? Non, le mot était tranchant, définitif. Je veux que les choses changent. Je veux que tu acceptes la réalité de notre situation. Michael leva les yeux vers elle, la confusion perçant à travers la travers. Confusion. Quelle réalité? Que c'est ainsi que les choses vont être dorénavant. Je ne vais pas arrêter de les voir, Michael. Aucun d'entre eux. J'aime ma vie telle qu'elle est maintenant, l'excitation, la variété, le sentiment d'être vivante à nouveau. Alors pourquoi me le dire? Le sourire de Sarah était prédateur. Parce que je voulais que tu saches. Et parce que je voulais que tu comprennes que tu ne vas nulle part. Quoi? Tu m'as entendu. Tu vas rester. Tu vas accepter cet arrangement. Tu vas sourire et hocher la tête et faire semblant que tout va bien quand nous serons avec d'autres personnes. Michael la fixa, incrédule. Tu es folle. Vraiment? Réfléchissons logiquement, Michael. Tu as 38 ans. Tu n'es pas exactement George Clooney. Tu es un homme gentil, stable, prévisible, avec un emploi décent et une hypothèque. Penses-tu vraiment qu'il y a une file de femmes qui attendent pour sortir avec un ingénieur divorcé avec des bagages émotionnels? Ces mots étaient chirurgicalement précis, chaque phrase conçue pour couper plus profondément que la précédente. Tes amis, enfin, tes anciens amis maintenant, ils ne vont pas te choisir au détriment de leurs propres intérêts personnels. Ils te mentent au visage depuis 2 ans. Qu'est-ce qui te fait penser qu'ils développeraient soudain une conscience? Michael tenta de parler, mais aucun mot ne vint. Et le divorce? Vraiment? Tu perdras la moitié de tout ce que tu as construit. La maison, l'épargne, les comptes de retraite.
tu finiras dans un appartement minable à manger des plats au micro-ondes en te demandant ce qui a mal tourné dans ta vie. Sarah tendit la main et toucha sa joue avec une tendresse moqueuse. Mais si tu restes, si tu acceptes la réalité, tu peux conserver ta vie confortable, ta belle maison, ta routine stable. Tout ce que tu as à faire, c'est détourner le regard de temps en temps. Tu veux que je sois ton quoi? Ton colocataire? Mon mari. Juste avec une compréhension plus moderne de ce que cela signifie. Michael sentit quelque chose monter dans sa poitrine, non plus seulement de la douleur, mais de la fureur, une rage pure et claire qui traversa le choc et la dévastation comme une lame. Tu penses que je suis assez pathétique pour accepter ça? Je pense que tu es assez pragmatique pour reconnaître une bonne affaire quand tu en vois une. Sarah se leva et lissa sa robe, comme s'ils venaient de discuter de projets de vacances plutôt que de la destruction complète de leur mariage. Je vais me coucher maintenant. Réfléchis à ce que j'ai dit. Vraiment. Parce que demain matin, nous allons commencer notre nouvel arrangement, d'une manière ou d'une autre. Elle se dirigea vers le couloir, s'arrêtant sur le seuil pour regarder en arrière. Oh, et Michael, David vient samedi après-midi pour regarder la clôture dans le jardin. Tu pourrais peut-être trouver quelque chose à faire. Peut-être rendre visite à ta mère. Prends ton temps. Michael resta assis dans le silence dévasté de leur salon, entouré des ruines de sa vie. Les roses qu'il avait apportées gisaient fanées sur la table basse, leurs pétales commençant déjà à brunir sur les bords. L'horloge grand-père dans le couloir sonna 10 fois, marquant non seulement l'heure, mais la fin de tout ce qu'il croyait sur l'amour, la confiance et les personnes les plus proches de lui. Mais alors qu'il était assis là, quelque chose d'inattendu se produisit. La rage qui s'était accumulée dans sa poitrine commença à se cristalliser en quelque chose de plus dur, de plus froid, de plus déterminé. Sarah avait fait une erreur fondamentale. Elle pensait l'avoir brisé. Elle pensait avoir gagné. Elle n'avait aucune idée de qui elle avait affaire. Michael se leva lentement, ses mouvements prudents et délibérés. Il marcha jusqu'au couloir et appela vers l'escalier, sa voix calme et stable. Sarah. Ses pas s'arrêtèrent sur le palier au-dessus. Quoi? Il y a quelque chose que je devrais probablement mentionner. Qu'est-ce que c'est? Michael sourit pour la première fois depuis qu'il avait franchi la porte d'entrée. Ce n'était pas un sourire agréable. Je sais pour l'avortement. Le silence à l'étage était absolu. Pas de pas, pas de bruissement de vêtements, pas de souffle. Même l'horloge semblait retenir son souffle. Qu'est-ce que tu as dit? La voix de Sarah était à peine audible. Le bébé de David. L'année dernière. Celui dont tu t'es débarrassé pendant que j'étais à la conférence à Seattle. Michael entendit une inspiration brusque, suivie d'un bruit qui ressemblait à quelque chose heurtant le mur. Fais de beaux rêves, chérie, lança-t-il doucement. On finira cette conversation demain. Il ramassa son sac d'ordinateur et sortit par la porte d'entrée, laissant les roses fanées dans l'obscurité soudaine. Le motel sur Fax Avenue n'était pas le genre d'endroit où Michael Richardson avait imaginé passer une nuit. Le papier peint beige se décollait au coin, la moquette portait les taches d'une douzaine d'occupants précédents, et le climatiseur ronflait comme un vieillard montant des escaliers. Mais la chambre remplissait son rôle, elle était anonyme, payée en liquide, et surtout, elle était loin de la rue Maple. Michael s'assit sur le bord du lit étroit, son ordinateur portable ouvert sur un bureau en bois rayé, entouré de bloc-notes juridiques couverts de son écriture précise d'ingénieur. L'horloge numérique sur la table de chevet indiquait 3h47 du matin, mais le sommeil était aussi lointain que la vie qu'il avait laissée derrière lui 12 heures plus tôt. Au lieu de cela, il faisait ce qu'il faisait de mieux, analyser un problème, le décomposer en composants gérables, et concevoir une solution. Le premier appel avait été pour Robert Kellerman, son avocat. Le deuxième pour Amanda Pierce, une détective privée dont il avait gardé la carte de visite dans son portefeuille pendant 6 mois. Le troisième pour son conseiller financier, Marcus Webb. Chaque conversation avait été brève, professionnelle et axée sur un objectif simple, protéger ses actifs et rassembler des preuves. Maintenant, alors que l'aube approchait, Michael relisait ses notes avec la précision méthodique qui avait fait de lui l'un des ingénieurs les plus fiables de Morrison Construction. Chaque détail comptait, chaque angle devait être calculé. Sarah pensait l'avoir détruit avec sa révélation, mais en réalité, elle lui avait offert l'opportunité parfaite pour reconstruire sa vie selon ses propres termes. Son téléphone vibra avec un message texte, documentation complète. Rendez-vous à 9h comme demandé. Al Pierce.
Michael sourit sombrement. Amanda Pierce était une ancienne inspectrice de police spécialisée dans les enquêtes matrimoniales. Sa réputation de discrétion et de minutie en faisait la détective privée la plus recherchée de Denver. Plus important encore, elle livrait des résultats qui tenaient devant un tribunal. Il ferma l'ordinateur et se dirigea vers la fenêtre, écartant le rideau fin pour regarder le soleil levant peindre les montagnes en nuances d'or et d'orange. Quelque part dans la ville, Sarah se réveillait probablement dans leur lit, se demandant peut-être si son mari s'était jeté d'un pont ou s'était interné dans un établissement psychiatrique. Cette pensée lui procura une satisfaction froide. Mais Sarah n'était pas sa principale préoccupation ce matin. Son attention se portait sur les 3 hommes qui l'avaient trahi tout en se prétendant ses amis. Des hommes qui s'étaient assis à sa table, avaient assisté à ses anniversaires et partagé d'innombrables conversations sur la loyauté et la fraternité tout en le trompant systématiquement. Davidien serait le plus facile à gérer. Malgré son intelligence et son succès professionnel, David était fondamentalement faible face aux confrontations personnelles. Il évitait les conflits comme d'autres évitent les maladies, préférant apaiser les problèmes plutôt que les affronter directement. Tom Williams serait plus difficile. Cet homme avait toujours eu une tendance à la défiance, une inclination à justifier ses actions plutôt qu'à reconnaître leurs conséquences. Il essaierait probablement de rejeter la faute ou de minimiser son rôle dans la trahison. Brad Morrison représentait l'inconnue la plus importante. En tant que plus vieil ami et employeur actuel, Brad détenait un pouvoir significatif sur la vie professionnelle de Michael. Mais cette relation signifiait aussi que Michael connaissait mieux que quiconque les faiblesses de Brad, l'orgueil, l'ego, et une incapacité à admettre ses torts. Michael se doucha et s'habilla de sa tenue de travail habituelle, un pantalon kaki repassé, une chemise boutonnée et des mocassins en cuir. La routine était réconfortante, un rappel que certaines choses restaient constantes, même lorsque d'autres s'étaient révélées être des illusions. À 9h pile, il était assis en face d'Amanda Pierce dans un café du centre-ville, étudiant la femme qui l'aiderait à reprendre sa vie en main. Elle était plus jeune qu'il ne l'avait imaginé, peut-être 35 ans, avec des yeux bruns intelligents et une aura de compétence qui lui rappelait pourquoi elle était si recommandée. « J'ai terminé la documentation préliminaire que vous avez demandée, dit-elle, faisant glisser une enveloppe manilla sur la petite table. Les photos, les horodatages, et les données de localisation sont tous là. Admissibles en justice s'il le faut. » Michael ouvrit l'enveloppe et examina le contenu, des photos de Sarah entrant chez Tom Williams à 3 reprises, des images horodatées de la voiture de David Shen dans leur allée à des heures où Michael était au travail, Brad Morrison quittant leur maison à 23h. C'est un mardi soir alors que Michael travaillait tard au bureau. « Depuis combien de temps les surveillez-vous » demanda-t-il. L'expression d'Amanda resta neutre. « Depuis que vous m'avez engagé, il y a 6 mois. Chaque rencontre, chaque lieu, chaque détail, documenté selon les normes légales. 6 mois. » Le poids de cette chronologie s'abattit sur le café comme une lourde couverture. Michael reposa les photos et regarda directement la femme en face de lui. « Vous comprenez ce que cela signifie. Cela signifie que vous préparez cette confrontation depuis très longtemps, Monsieur Richardson. Cela signifie que la nuit dernière n'a pas un choc pour vous. C'était le point culminant d'une stratégie. » Michael hocha lentement la tête. « Sarah pense qu'elle m'a pris par surprise. Elle pense que je suis dans une chambre de motel, brisée et désespérée, essayant de sauver les miettes de mon mariage. Et à la place ? À la place, j'ai passé 6 mois à préparer exactement ce moment. » La révélation avait commencé petitement, comme le font souvent les découvertes qui changent une vie. Une charge sur une carte de crédit dans un restaurant où Sarah prétendait travailler tard. Un appel téléphonique qui s'était arrêté brusquement lorsqu'il était entré dans la pièce. Le comportement nerveux de David lors d'un barbecue dans le jardin, évitant le contact visuel direct et s'excusant pour partir tôt. Michael était ingénieur. Il remarquait les motifs, analysait les incohérences, et enquêtait sur les problèmes jusqu'à trouver des solutions. Ce qui avait débuté comme une légère curiosité s'était transformé en observation systématique, puis en surveillance professionnelle. « Les papiers du divorce sont déjà préparés », continua Amanda. « Les actifs financiers ont été protégés par des moyens légitimes. Votre avocat indique que les lois sur l'adultère du Colorado joueront fortement en votre faveur. Et mes amis ? C'est là que les choses deviennent intéressantes. » Amanda sortit une seconde enveloppe. « J'ai documenté des communications entre votre femme et chacun des 3 hommes. Messages textes, échanges de courriels,
même des enregistrements de conversations téléphoniques là où c'était légalement permis. Michael examina les preuves avec la même attention qu'il accordait aux plans architecturaux. Chaque détail était précis, chaque pièce de documentation était juridiquement solide. Sarah et ses amis avaient été imprudents, confiants dans leur croyance qu'ils ne se douteraient jamais de la vérité. Il y a une dernière chose, dit Amanda doucement. Des informations sur les activités financières de votre femme. Utilisation non autorisée de cartes de crédit communes, retrait d'argent qui ne correspondent pas à ses activités déclarées, et quelques dépenses médicales intéressantes. L'avortement. Michael l'avait suspecté, mais jamais confirmé, jusqu'à ce qu'il engage Amanda. La clinique privée, le paiement depuis leur compte d'épargne commun, l'histoire inventée d'une conférence professionnelle qui n'avait jamais existé. Sarah avait sous-estimé sa capacité à enquêter, tout comme sa capacité à penser stratégiquement. « Quelle est votre recommandation » demanda-t-il. Procédez méthodiquement. Traitez chaque situation séparément. Ne les laissez pas coordonner leurs histoires ou monter une défense unifiée. Michael termina son café et rassembla les documents. Alors, il est temps d'avoir quelques conversations. Les bureaux de Morrison Construction occupaient les 3 étages supérieurs d'un bâtiment en verre dans le quartier des affaires du centre-ville. Michael y avait parcouru ses couloirs pendant 8 ans, des relations et gagnant du respect par sa compétence et sa fiabilité. Aujourd'hui, il les parcourait dans un but différent. Le bureau d'angle de Brad Morrison offrait une vue imprenable sur les Rockies. L'homme lui-même était assis derrière un bureau en acajou qui avait appartenu à son grand-père, le fondu de l'entreprise. À 42 ans, Brad avait hérité à la fois de l'entreprise et de la confiance qui accompagnait la richesse générationnelle. Il leva les yeux lorsque Michael entra, son expression passant de la surprise à quelque chose qui aurait pu être de la culpabilité. « Mike, je ne m'attendais pas à te voir aujourd'hui. Sarah a dit que tu avais une sorte d'urgence familiale. » Michael ferma la porte derrière lui et s'assit sur une des chaises en cuir face au bureau de Brad. « Sarah a dit ça, hein? Quand exactement te l'a-t-elle dit ?» La question resta en suspens comme de la fumée. Les doigts de Brad tambourinaient sur le bureau, une habitude nerveuse que Michael avait observée depuis des années. « Hier soir, je crois. Ou peut-être ce matin. Tu sais comment ces choses circulent. Par quel canot, exactement? Sarah ne travaille pas ici. Elle ne connaît ni votre secrétaire ni personne d'autre dans ce bureau. » Le visage de Brad commençait à rougir, un autre signe que Michael reconnaissait de nombreuses parties de poker. On s'est croisés à l'épicerie ou quelque part. Elle semblait bouleversée. Michael sortit son téléphone et fit défiler les photos qu'Amanda lui avait fournies. Était-ce avant ou après qu'elle ait quitté ta maison à 23h mardi soir? La couleur se vida du visage de Brad lorsque Michael lui montra le téléphone, affichant une image claire de lui raccompagnant Sarah à sa voiture dans son allée. L'horodatage était clairement visible, 23h07, mardi 24 octobre. Michael, je peux expliquer. Pas besoin. L'explication est assez évidente. Brad se leva et marcha vers la fenêtre, les mains jointes derrière le dos. Depuis combien de temps tu sais? Assez longtemps pour tout documenter. La question maintenant est ce que nous allons faire à ce sujet. Qu'est-ce que tu veux? Michael avait anticipé cette question. Le premier instinct de Brad serait de négocier, de trouver un arrangement qui minimiserait ses pertes tout en lui permettant de maintenir sa position. Je veux que tu comprennes les conséquences de tes choix, répondit Michael. Tu n'es pas seulement mon employeur, Brad. Tu es mon plus vieil ami. Tu étais dans mon cortège de mariage. Tu es venu chez moi, à ma table, d'innombrables fois. Ça n'était pas censé arriver, mais c'est arrivé. À plusieurs reprises, pendant des mois. Brad se tourna de la fenêtre, son expression suppliante. Sarah, elle est persuasive. Elle a fait croire que vous aviez des problèmes, que peut-être les choses ne marchaient pas. Donc, tu as décidé d'aggraver les choses? Ce n'était pas comme ça. Michael se leva, ses mouvements calmes et délibérés. C'était exactement comme ça. Tu as vu une opportunité de prendre quelque chose qui appartenait à quelqu'un d'autre, et tu l'as prise. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça dépend de toi. Michael se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Tu soumettras ma démission cet après-midi. Je pense qu'une rupture nette est préférable pour tout le monde. Michael, attends. Tu n'as pas à. Si, je dois. Certaines lignes, une fois franchies, ne peuvent pas être retraversées.
Tom Williams vivait à 3 maisons de Michael et Sarah, dans une coloniale similaire à la leur, mais peinte en bleu au lieu de crème. Sa femme, Jennifer, travaillait comme bibliothécaire à l'école élémentaire locale, une femme discrète qui soignait son jardin avec le même soin que d'autres consacrent à leurs enfants. Michael trouva Tom dans son garage, bricolant sur une Mustang classique qu'il restaurait depuis 2 ans. La voiture était la fierté de Tom, une fastback de 1967 qu'il avait sauvée d'une casse et qu'il ramenait lentement à la vie. « Salut, voisin », lança Tom sans lever les yeux du compartiment moteur. « On ne t'a pas vu beaucoup ces derniers temps. J'ai été occupé à gérer quelques problèmes personnels. » Tom se redressa, essuyant ses mains sur un chiffon taché de graisse. Quelque chose dans le ton de Michael dut l'alerter d'un danger, car son sourire décontracté vacilla. « Tout va bien à la maison ? C'est une question intéressante venant de toi. » Les 2 hommes se firent face à travers la largeur du garage, la Mustang entre comme une barrière. Tom était plus petit que Michael, mais plus large d'épaules, bâti comme le joueur de football qu'il avait été au lycée. « Je ne suis pas sûr de ce que tu veux dire. » Michael sortit à nouveau son téléphone, faisant défiler un autre ensemble de photos. Celle-ci montrait Sarah entrant par la porte arrière de Tom alors que la voiture de Jennifer était absente de l'allée. Les mardis soirs, quand Jennifer est à son club de lecture. Un timing très pratique. La mâchoire de Tom se crispa. « Tu espionnes ta propre femme ? Je protège mes intérêts. Il y a une différence. » « Écoute, Mike. Ne fais pas ça », la voix de Michael trancha dans le garage comme une lame. « N'essaie pas de minimiser ou d'expliquer. Je sais exactement ce qui s'est passé. La question est de savoir si tu vas être honnête à ce sujet. » Tom jeta le chiffon sur son établi, son visage rougissant de colère. « D'accord, tu veux de l'honnêteté ? Ta femme m'a fait des avances, ok ? Elle a clairement dit qu'elle était disponible. Et humainement, Jennifer et moi avons des problèmes, et Sarah était attentive. Donc, tu as pensé résoudre tes problèmes conjugaux en détruisant les miens. Je pensais que ton mariage était déjà détruit. Sarah a fait croire que vous 2 étiez en route vers le divorce de toute façon. » Michael s'approcha, sa voix tombant à peine au-dessus d'un murmure. « A-t-elle aussi mentionné qu'elle couchait avec David Chen et Brad Morrison, ou t'a-t-elle laissé penser que tu étais spécial ? » Le sang se vida du visage de Tom. « Quoi ? Tu m'as entendu. Tu n'étais pas sa seule activité extra-conjugale. Tu étais juste l'un des 3. » Tom s'assit lourdement sur un tabouret à proximité, l'énergie combative le quittant comme l'air d'un pneu crevé. « Je ne savais pas. » Bien sûr que non. Parce que tu ne voulais pas savoir. Tu voulais croire que tu étais le héros d'un drame romantique, pas juste un autre participant à une trahison. Qu'est-ce que tu vas faire ? Michael commençait à se lasser de cette question. Ce que j'aurais dû faire il y a des mois. Je vais dire la vérité. Le cabinet d'avocats de David Chen occupait une suite dans une maison victorienne rénovée près du centre-ville de Denver. La salle d'attente était décorée de meubles coûteux et d'œuvres d'art originales. Conçue pour projeter le succès et la stabilité aux clients potentiels. Michael s'assit dans l'un des fauteuils en cuir, consultant sa montre avec la patience d'un homme qui avait tout le temps du monde. Quand David émergea enfin de son bureau intérieur, son assurance habituelle était notablement absente. Il semblait plus vieux que ses 38 ans, avec des rides de stress autour des yeux et une pâleur suggérant des nuits blanches récentes. « Michael, c'est inattendu. Je suis sûr que ça l'est. » Ils entrèrent dans le bureau privé de David, un espace dominé par des étagères du sol au plafond et un bureau qui aurait pu servir de piste d'atterrissage. David ferma la porte et fit un geste vers les chaises des clients, mais Michael resta debout. « Je suppose que tu es ici à propos d'hier soir. » Entre autres choses. David passa derrière son bureau, cherchant peut-être la protection psychologique d'un terrain familier. « Sarah m'a appelé ce matin. Elle semblait bouleversée. J'imagine qu'elle l'était. Voir ses plans perturbés peut être déstabilisant. Michael, je veux que tu saches. » « Laisse-moi nous faire gagner du temps à tous les 2, interrompit Michael. « Je sais pour la liaison. Toutes les liaisons. Je sais pour l'avortement. Je sais pour les mensonges que vous avez tous racontés. La seule question maintenant est comment nous avançons. » Le visage de David blêmit. « L'avortement ? Ton enfant. Mars dernier. Éliminé pendant que j'étais hors de la ville. » L'avocat en David s'affirma immédiatement. « C'est une accusation très grave.
As-tu des preuves? Michael sourit froidement. David, tu es mon ami, pas mon avocat. Et oui, j'ai des preuves. Une documentation qui ferait une lecture très intéressante dans une procédure de divorce. Qu'est-ce que tu veux? Encore cette question, la même que Tom et Brad avaient posée, comme si la trahison était simplement une autre transaction commerciale à négocier. Je veux que tu comprennes que les actions ont des conséquences. Tu es avocat, tu comprends le concept de preuve. Michael posa une enveloppe manilla sur le bureau de David. À l'intérieur de cette enveloppe, il y a des photos, des relevés financiers, une documentation médicale, et des communications. Des preuves suffisantes pour établir un schéma d'adultère qui influencera significativement tout règlement de divorce. David fixa l'enveloppe comme si elle contenait un serpent venimeux. Depuis combien de temps tu sais? Assez longtemps pour me préparer. Assez longtemps pour me protéger légalement et financièrement. Assez longtemps pour m'assurer que quand la vérité éclaterait, je serais prêt. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Mais c'est arrivé. À plusieurs reprises, avec calcul et planification. David ouvrit l'enveloppe et examina son contenu, sa formation juridique lui permettant de saisir immédiatement les implications. C'est complet. Oui, ça l'est. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Michael récupéra l'enveloppe et la rangea dans sa veste. Ça dépend de la coopération de chacun. En fin d'après-midi, Michael était de retour dans sa chambre de motel, relisant ses notes des 3 conversations. Chaque homme avait réagi différemment, Brad avec une tentative de négociation, Tom avec colère et défensive, David avec un calcul juridique. Mais tous avaient posé la même question fondamentale, que voulaient-ils? La réponse était simple. Ils voulaient qu'ils comprennent que leurs actions avaient des conséquences. Ils voulaient qu'ils ressentent le même sentiment de trahison et de perte qu'ils lui avaient infligé. Et ils voulaient reconstruire sa vie sans l'influence toxique de personnes qui s'étaient révélées indignes de confiance. Son téléphone sonna. Le numéro de Sarah apparut sur l'écran, mais il le laissa basculer sur la messagerie. Puis il sonna encore, et encore. Enfin, il répondit. Bonjour, Sarah. Où es-tu? Sa voix était tendue, dépourvue de la froide assurance qu'elle avait affichée la veille. Ailleurs. Il faut qu'on parle. Je pensais qu'on avait fini de parler hier soir. Tu as été très clair dans tes explications. Michael, s'il te plaît. Rentre à la maison. On peut arranger ça. Vraiment? Parce qu'hier soir, tu semblais très certaine de la façon dont les choses allaient se passer. De mon manque d'options. Il y eut une longue pause. Les choses que tu as dites sur David, comment savais-tu? Michael sourit. Je sais beaucoup de choses, Sarah. La question est de savoir si tu es prête à affronter les conséquences de tes choix. Quelles conséquences? Tu le découvriras. Il mit fin à l'appel et éteignit le téléphone. Demain, il entamerait la prochaine phase de son plan. Ce soir, il se reposerait, rassuré par la certitude qu'il n'était plus la victime de cette histoire. Il était l'architecte de sa propre justice. 3 semaines après la confession qui avait brisé son monde, Michael Richardson se tenait dans le salon vide de ce qui avait été sa maison. Les camions de déménagement étaient partis 1 heure plus tôt, emportant avec eux les derniers vestiges de son mariage de 12 ans. La lumière du soleil traversait la fenêtre en bail, illuminant des particules de poussière dansant dans l'air comme des souvenirs refusant de s'apaiser. La maison semblait différente maintenant, non seulement vide, mais plus petite, comme si le retrait des meubles avait révélé les limites étroites d'une vie qu'il avait dépassée sans s'en rendre compte. Dans quelques heures, il remettrait les clés à l'agent immobilier. Sarah pouvait garder la maison si elle pouvait se permettre les paiements hypothécaires seule, ce qui, vu les récents développements, semblait de plus en plus improbable. Son téléphone vibra avec un message d'Amanda Pierce, documentation finale complète. Toutes les parties notifiées. Votre nouvel appartement est prêt quand vous l'êtes. Michael sourit en rangeant le téléphone. Amanda avait dépassé toutes ses attentes au cours des 3 dernières semaines, exécutant chaque phase de son plan avec la précision d'une opération militaire. Les preuves qu'elle avait rassemblées étaient dévastatrices dans leur exhaustivité, mais plus important encore, elles avaient toutes été obtenues par des moyens totalement légaux. Le premier domino était tombé exactement 1 semaine après ses conversations avec les 3 hommes. Jennifer Williams avait reçu une enveloppe anonyme contenant des photos de son mari entrant chez Michael pendant qu'elle était à son club de lecture. Les images étaient horodatées et accompagnées d'une simple note « Je pensais que vous devriez savoir ».
La réaction de Jennifer avait été rapide et décisive. Tom Williams était rentré du travail ce jeudi pour trouver ses affaires emballées dans des cartons sur la pelouse et les serrures changées. Les papiers du divorce avaient été servis 2 jours plus tard. Le deuxième domino était tombé lorsque la femme de David Shen, Linda, avait découvert des charges sur carte de crédit qui ne correspondaient pas au déplacement déclaré de son mari. Un détective privé engagé par Linda avait confirmé ce que Michael savait déjà, David avait menti systématiquement sur ses activités pendant plus d'1 an. Les factures médicales pour l'avortement de Sarah, payées depuis le compte personnel de David, avaient été une preuve particulièrement accablante. La chute de Brad Morrison avait pris un peu plus de temps, mais s'était révélée plus satisfaisante. Michael avait simplement fait ce qu'il avait dit à Brad qu'il ferait, démissionner de Morrison Construction et lancer sa propre entreprise d'ingénierie. Ce que Brad n'avait pas anticipé, c'était que Michael emporterait avec lui 3 des plus gros clients de l'entreprise, des hommes qui avaient travaillé avec Michael pendant des années et faisaient confiance à son jugement plutôt qu'à la politique d'entreprise. Mais la destruction de Sarah avait été la plus méthodique de toutes. Son téléphone sonna alors qu'il effectuait sa dernière inspection de la maison vide. L'identifiant de l'appelant indiquait Robert Kellerman, son avocat. Michael, le divorce est finalisé. Le juge a signé les papiers il y a 1 heure. Les termes sont exactement ceux dont nous avons discuté. Vous conservez votre pension, vos comptes d'investissement et vos actifs professionnels. Elle garde la maison et ce qui reste de l'équité après l'hypothèque. Compte tenu de l'adultère documenté, la pension alimentaire a été refusée. Michael sentit un poids se soulever de ses épaules, un poids qu'il n'avait pas réalisé porter. Et les autres affaires? Votre ancien employeur a résilié son contrat hier. Apparemment, des informations très dommageables sur sa conduite professionnelle sont parvenues aux mauvaises personnes. Ceci avait été le chef-d'œuvre de Michael. Grâce à une enquête minutieuse, Amanda avait découvert que la récente promotion de Sarah dans son entreprise de marketing était survenue après une liaison avec son superviseur marié. La révélation de cette relation, combinée à des preuves de son utilisation des ressources de l'entreprise à des fins personnelles, avait rendu son licenciement inévitable. La demande de location que vous avez soumise a été approuvée, continua Robert. Le loft du centre-ville est à vous à partir de lundi. Michael marcha jusqu'à la fenêtre et regarda une dernière fois la rue Maple. La maison de Tom Williams était sombre et vide, un panneau à vendre planté dans le jardin comme une pierre tombale. À travers la fenêtre de la cuisine de David Shen de l'autre côté de la rue, il pouvait voir des cartons de déménagement empilés contre les murs. Il y a une dernière chose, dit Robert. L'avocat de Sarah a appelé ce matin. Elle veut vous rencontrer. Pourquoi faire? Elle n'a pas dit, mais elle semblait désespérée. Michael réfléchit un instant. Organisez ça. Un lieu neutre, cet après-midi si possible. Êtes-vous sûr que c'est sage? Je pense qu'il est temps de finir ce qu'elle a commencé. Le café sur la 16e rue était animé par la foule habituelle de l'après-midi, composée d'hommes d'affaires et d'étudiants. Michael arriva 10 minutes en avance et choisit une table près du fond, se positionnant avec une vue claire sur l'entrée. Vieilles habitudes de sa formation d'ingénieur, toujours comprendre son environnement, toujours planifier ses sorties. Sarah arriva 15 minutes en retard, une manœuvre de pouvoir calculer qui aurait pu fonctionner dans leur ancienne dynamique, mais qui semblait maintenant simplement mesquine. Elle portait un tailleur bleu foncé que Michael ne reconnaissait pas, probablement acheté pour des entretiens d'embauche vu son récent chômage. Son maquillage était soigneusement appliqué, mais il ne pouvait cacher les lignes de stress autour de ses yeux ou le poids qu'elle avait perdu au cours des 3 dernières semaines. Elle s'assit en face de lui sans commander quoi que ce soit, les mains étroitement croisées sur ses genoux. « Tu as l'air en forme, dit-elle, sa voix soigneusement contrôlée. « Je me sens en forme. J'ai entendu dire que tu avais lancé ta propre entreprise. » Les nouvelles circulent vite. La contenance de Sarah vacilla légèrement. « Michael, il faut qu'on parle de ce qui se passe. » Ce qui se passe, ce sont les conséquences naturelles de choix. Tes choix. Tu détruis la vie des gens. Michael s'adossa à sa chaise, étudiant la femme qui avait autrefois été le centre de son monde. Perspective intéressante. De mon point de vue, je révèle simplement la vérité sur la vie des gens. La destruction était déjà là, je l'ai juste rendue visible. La façade soigneusement maintenue de Sarah se fissura. Tom et Jennifer divorcent. Le mariage de David est fini. L'entreprise de Brad perd ses clients. Et toi? J'ai tout perdu. Mon travail, ma réputation, ton
Mariage. Le mot resta suspendu entre eux comme une lame. Sarah baissa les yeux sur ses mains, sa voix tombant à peine au-dessus d'un murmure. Comment savais-tu pour David la procédure médicale? C'était le moment que Michael attendait depuis cette nuit-là, 3 semaines auparavant. Le moment où il pouvait enfin révéler l'étendue complète de sa connaissance et de sa planification. Parce que je savais pour tes liaisons depuis 6 mois, Sarah. Chaque rencontre, chaque mensonge, chaque trahison. J'ai engagé une détective privée au printemps dernier, quand ton comportement est devenu trop évident pour être ignoré. La tête de Sarah se releva brusquement, ses yeux écarquillés de choc. 6 mois? Je sais pour les charges sur carte de crédit dans des restaurants où tu prétendais travailler tard, mais où tu étais avec David. Je sais pour les reçus d'hôtel dans ton sac que tu pensais que je ne remarquerais pas. Je sais pour le test de grossesse que tu as jeté dans la poubelle des voisins parce que tu avais peur que je le trouve dans la nôtre. À chaque révélation, Sarah semblait s'enfoncer davantage dans sa chaise. La nuit où tu m'as tout confessé, ce n'était pas ton idée, Sarah. Je l'ai orchestrée. J'ai créé les conditions parfaites pour que tu révèles la vérité, parce que j'avais besoin que tu le dises à haute voix. J'avais besoin que ce soit documenté. Michael sortit son téléphone et tapota sur l'écran. La voix de Sarah emplit l'espace entre eux, tes amis, ton précieux cercle intime. David, Tom, Brad. Tous. Son visage blêmit lorsqu'elle reconnut ses propres mots de cette nuit-là. Le Colorado est un État à consentement unique pour l'enregistrement des conversations. Chaque mot que tu as prononcé dans notre salon cette nuit-là est légalement admissible comme preuve. Tu m'as enregistré? Je t'ai enregistré en confessant l'adultère avec 3 individus nommés. Je t'ai enregistré en essayant de me faire chanter pour accepter un mariage ouvert. Je t'ai enregistré en admettant l'infidélité financière et la tromperie reproductive. Les mains de Sarah tremblaient maintenant. C'est de l'entrapement. Non, c'est de la justice. L'entrapement, c'est quand les forces de l'ordre incitent quelqu'un à commettre un crime qu'il n'aurait pas commis autrement. Tu avais déjà commis l'adultère. Tu avais déjà trahi nos vœux de mariage. J'ai simplement créé les conditions pour que tu révèles l'ampleur complète de tes actions. Michael se pencha, sa voix prenant la précision froide qui avait marqué toutes ses interactions depuis cette nuit-là. Mais tu veux savoir ce qui a vraiment scellé ton sort? Ce n'était pas les affaires. Ce n'était même pas l'avortement. Alors quoi? C'était ton arrogance. Ta certitude absolue que j'étais trop faible, trop pathétique, trop dépendant de toi pour me battre jamais. Tu m'as regardé cette nuit-là et tu as vu une victime. Tu as vu quelqu'un que tu pouvais contrôler et manipuler. Michael se leva, regardant la femme qui avait autrefois été son épouse. Tu avais tort. La révélation que Michael avait prononcée cette nuit-là dans leur salon n'avait pas concerné l'avortement, bien que cette connaissance ait certainement choqué Sarah. C'était quelque chose de bien plus dommageable pour l'image soigneusement construite qu'elle avait d'elle-même. Je sais pour Marcus Hoffman, avait-il dit, faisant référence à l'ex-petit ami de Sarah à l'université, qui s'était donné la mort pendant leur 2e année. Sarah n'avait jamais raconté à Michael toute la vérité sur la mort de Marcus, qu'elle était survenue après qu'elle avait été vue avec un autre homme à une fête, que Marcus l'avait confrontée à propos de la trahison quelques heures avant son suicide, qu'elle avait ri à son visage et lui avait dit qu'il était trop faible pour compter. Michael avait découvert cette vérité grâce à son enquête, en parlant avec des amis communs de l'université qui se souvenaient de détails que Sarah espérait enterrer avec Marcus. La connaissance que son schéma de trahison avait contribué à la mort de quelqu'un était la honte secrète qu'elle portait depuis 15 ans. Tu fuis les conséquences de tes actions depuis toute ta vie adulte, lui avait dit Michael cette nuit-là. Mais tu ne peux pas fuir de moi. Maintenant, 3 semaines plus tard, Sarah comprenait enfin l'ampleur totale de ce qu'elle avait perdu. La réunion au café dura moins de 20 minutes. Sarah tenta une dernière fois de négocier une sorte de réconciliation, promettant de changer, d'être fidèle, de chercher une thérapie. Michael écouta avec la patience d'un homme qui n'avait plus aucun investissement émotionnel dans la conversation. Il est trop tard pour ça, dit-il simplement. Certaines choses, une fois brisées, ne peuvent pas être réparées. Où est-ce que ça nous laisse? Ça te laisse seul avec les conséquences de tes choix. Ça me laisse libre de construire une vie avec des gens qui comprennent des concepts comme la loyauté et l'honnêteté. La contenance de Sarah s'effondra complètement. Comment peux-tu être aussi froid? Nous étions mariés pendant 12 ans. Non, corrigea Michael. J'étais marié pendant 12 ans. Toi,
tu faisais juste semblant. Il la laissa assise seule à la table, les larmes coulant sur son visage, et sortit dans l'après-midi de Denver. Le soleil brillait, les montagnes se dressaient claires et nettes contre le ciel bleu, et pour la première fois depuis des années, Michael sentit qu'il pouvait respirer librement. 6 mois plus tard, Michael Richardson se tenait dans la salle de conférence de Richardson Engineering Solutions, regardant l'horizon de la ville à travers des fenêtres du sol au plafond. L'entreprise avait grandi plus vite qu'il ne l'avait anticipé, attirant des clients qui valorisaient l'intégrité et la compétence plutôt que la politique d'entreprise. Sa secrétaire frappa à la porte. « Monsieur Richardson, votre rendez-vous de 15 heures est là. Faites-le entrer. » Le jeune homme qui entra avait peut-être 25 ans, sérieux et nerveux comme le sont souvent les récents diplômés en ingénierie. Il portait un portfolio et son meilleur costume, probablement acheté spécifiquement pour cet entretien. « James Patterson, » dit le jeune homme, tendant la main. « Merci de me recevoir, monsieur. » Michael serra sa main et fit un geste vers la table de conférence. « Parlez-moi de vous, James. » Au fur et à mesure de l'entretien, Michael se trouva impressionné par les connaissances techniques et l'éthique de travail du jeune homme. Mais plus important encore, il y avait quelque chose dans le caractère de James qui lui rappelait lui-même à cet âge, une décence fondamentale, une croyance que le travail acharné et l'honnêteté comptaient. « J'ai une dernière question, » dit Michael alors que l'entretien touchait à sa fin. « Quelle est, selon vous, la qualité la plus importante chez un partenaire commercial ? » James réfléchit un instant. « La confiance, monsieur. Si vous ne pouvez pas faire confiance aux personnes avec qui vous travaillez, tout le reste s'effondre. » Michael sourit. « Vous êtes embauché. » Après le départ de James, Michael retourna à sa vue sur la ville. Quelque part là-dehors, David Shen travaillait dans une petite clinique d'aide juridique, son cabinet d'avocat détruit par le scandale. Tom Williams avait déménagé dans un autre État, essayant de reconstruire sa vie loin de la honte de ses actions. L'entreprise de construction de Brad Morrison luttait pour survivre après avoir perdu ses principaux clients. Et Sarah. Michael avait entendu par des connaissances communes qu'elle travaillait comme hôtesse dans un restaurant de chaîne, vivait dans un petit appartement et conduisait une voiture vieille de 10 ans. La femme qui avait autrefois méprisé sa médiocrité vivait maintenant une vie bien plus contrainte que tout ce qu'elle lui avait reproché d'accepter. Michael ne ressentait aucune satisfaction dans leur chute, aucun sentiment de vengeance accompli. Ce qu'il ressentait était quelque chose de plus propre et de plus précieux, la paix qui vient de retirer les influences toxiques de sa vie et de s'entourer de personnes dignes de confiance. Son téléphone vibra avec un message de Rebecca Martinez, l'architecte qu'il fréquentait depuis 2 mois. Ils s'étaient rencontrés lors d'une conférence professionnelle, attirés l'un par l'autre par des intérêts communs et un respect mutuel. La relation était encore nouvelle, encore hésitante, mais elle était construite sur une fondation d'honnêteté que son mariage n'avait jamais possédée. Dîner à 19 h. J'ai réservé dans ce restaurant italien dont tu as parlé. Michael répondit, hâte d'y être. Il rassembla ses affaires et se prépara à quitter le bureau. Dehors, la circulation de l'après-midi de Denver bourdonnait dans les rues selon ses motifs familiers. Les gens se hâtaient sur les trottoirs, poursuivant leurs propres rêves et ambitions, la plupart probablement inconscients de la rapidité avec laquelle la vie pouvait changer lorsque des vérités fondamentales étaient révélées. Michael avait appris que la confiance, une fois brisée, ne pouvait jamais être complètement réparée. Mais il avait aussi appris que la trahison, aussi douloureuse soit-elle, pouvait devenir la fondation de quelque chose de meilleur. La destruction de son mariage l'avait libéré pour construire une vie basée sur des relations authentiques et des dealings honnêtes. En marchant vers sa voiture, Michael réfléchit à la transformation des derniers mois. L'homme qui était assis dans ce salon, écoutant la confession de sa femme, était quelqu'un qui acceptait la trahison comme le prix de maintenir des illusions confortables. L'homme qui marchait dans le centre-ville de Denver aujourd'hui comprenait que certains prix étaient trop élevés à payer. Sarah avait eu raison sur une chose, il avait 38 ans, était divorcé, et recommençait à zéro. Ce qu'elle n'avait pas compris, c'était que pour un homme de caractère et de compétence, ce n'était pas des limitations. C'étaient des opportunités. Le soleil du soir peignait les montagnes en nuances d'or et de pourpre alors que Michael conduisait vers sa nouvelle vie, laissant les ombres de la trahison loin derrière lui dans son rétroviseur. Le passé devenait plus petit et moins significatif à chaque mile parcouru. La justice, avait-il appris, n'était pas toujours rapide, mais elle était toujours minutieuse, et parfois, elle arrivait exactement quand on en avait le plus besoin. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.